l'injonction «sois sage», hein, qu'on nous a dit enfant et qui nous a traumatisés. Et ben la sagesse, d'un point de vue philosophique, c'est souvent très différent de cette injonction «sois sage», puisque c'est pas une injonction extérieure, c'est un désir intérieur de se transformer, de s'améliorer, de mener une vie bonne et heureuse. Et si on n'a pas ce désir profond, au fond, c'est pas la peine de cheminer sur la voie de la sagesse. Ça doit venir du fond de notre être comme une aspiration profonde qui nous meut et qui nous donne envie d'être un meilleur être humain. Chaque individu doit se réveiller. C'est Héraclite qui disait « nous sommes endormis ». Et au fond, la sagesse, c'est un effort pour s'éveiller, pour vivre les yeux ouverts et pour orienter notre vie. Est-ce qu'il serait pas temps d'essayer d'être un peu sage dans ce monde complètement fou ? Voilà ce que je vous propose d'explorer. Malheureusement, quand on parle de sagesse, on est pris par plein d'idées complètement vagues et floues qui empêchent de comprendre cette nécessité pourtant tellement profonde. Bonjour, je suis Fabrice Midal, philosophe, et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Frédéric Lenoir. On peut difficilement trouver un meilleur guide. Alors, c'est quoi concrètement la sagesse et comment ça peut nous donner un souffle et un allant absolument merveilleux? Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Alors, nous allons parler de la sagesse, auquel tu consacres ton nouveau livre. La sagesse est à la fois quelque chose qui appelle tout le monde et qui reste en même temps le lieu de plein de confusion. Tout à fait, de malentendus. Ne serait-ce que l'injonction « sois sage ». Hein, qu'on nous a dit enfant et qui nous a traumatisés, et la sagesse, d'un point de vue philosophique, c'est souvent très différent de cette injonction «sois sage», puisque c'est pas une injonction extérieure, c'est un désir intérieur de se transformer, de s'améliorer, de mener une vie bonne et heureuse. Et si on n'a pas ce désir profond, au fond, c'est pas la peine de cheminer sur la voie de la sagesse. Ça doit venir du fond de notre être comme une aspiration profonde qui nous meut et qui nous donne envie d'être un meilleur être humain. Tu pars dans ton livre du constat que c'est à la fois fondamental à tout être humain, mais que notre société tend à mettre ça un peu de côté. Peut-être que toutes les époques, du reste, tentent de mettre la sagesse un peu de côté. Oui, alors la sagesse, définissons-la comme le disent les Grecs, hein, essentiellement Socrate, c'est la recherche d'une vie bonne et heureuse. Bonne, c'est vivre selon le bien, c'est essayer de bien agir. Et puis une vie heureuse, c'est-à-dire trouver une satisfaction de l'existence qui ne soit pas simplement liée au plaisir immédiat ou aux choses agréables ou désagréables. On est heureux quand tout va bien, puis dès qu'il y a une petite difficulté, on est malheureux. C'est trouver une stabilité, quelque chose de plus profond qui nous permette finalement de rester dans ou une sérénité, ou une joie, ou une paix, ou une confiance dans la vie, avec des hauts, avec des bas. C'est ce que nous dit Nietzsche, hein, c'est d'arriver à dire un oui sacré à la vie, malgré les moments difficiles, les moments agréables, etc. Donc c'est traverser l'existence sans se laisser balloter finalement par les événements extérieurs et d'arriver à une certaine stabilité intérieure. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, à toutes les époques, peut être extrêmement utile, parce que notre époque, on a le sentiment que c'est la fin du monde, qu'on vit quelque chose, et c'est vrai par certains aspects, qu'on vit quelque chose qui a des éléments tragiques, qui sont des grands défis, etc. Mais toutes les époques ont connu aussi des périodes extrêmement sombres, ont connu des périodes il y a eu des fins de civilisation, il y a eu des moments très difficiles à vivre. Et donc, au fond, notre époque, si elle a des accents tragiques et peut-être singuliers à travers notamment le défi écologique ou l'intelligence artificielle, d'autres défis qui n'ont pas eu lieu dans le passé, elle n'est pas plus dramatique dans le vécu des individus que ce qu'ont pu vivre nos ancêtres, et je pense à mes grands-parents qui ont vécu 2 guerres mondiales atrocement meurtrières. Donc simplement, à toutes les époques, il faut faire face à des défis extérieurs, il faut faire face à des défis collectifs et puis des défis personnels de vie que nous avons tous. C'est-à-dire que voilà, il y a la mort, il y a la naissance, il y a des joies, il y a des tristesses, il y a des choses qui peuvent nous illusionner, nous tromper. Il s'agit d'arriver toujours à avoir un discernement intérieur. C'est pour ça que le premier pilier de la sagesse, c'est la connaissance, c'est le discernement qui nous permet de bien orienter notre vie à travers tout ce qui peut nous égarer finalement et faire qu'on peut passer à côté d'une vie réussie. Quand on t'écoute, on a l'impression, on se dit, mais
Et rien de plus important que d'essayer de cultiver la sagesse. C'est-à-dire cultiver une vie bonne, une vie heureuse, d'apprendre à faire face aux difficultés de l'existence, d'être un peu dans le réel. Et de vivre éveillé. Et pourtant, on en parle très peu. Dans les médias, on parle très peu de sagesse. Oui, ça, c'est sûr. C'est quelque chose c'est un paradoxe. Parce que ça flatte pas notre ego. C'est-à-dire que la sagesse va pas dans le sens de ce qui immédiatement peut nous faire nous apporter une satisfaction immédiate, facile, rapide. Et donc, ce dont on parle, c'est de choses qui beaucoup de gens recherchent aujourd'hui dans un monde difficile, une compensation à travers les réseaux sociaux. Ils vont se distraire, comme disait Pascal, le divertissement. On va se distraire, on va chercher des plaisirs rapides pour essayer de nous faire oublier des choses difficiles. On se rattrape sur la nourriture, il n'y a jamais eu autant de restaurants qui fonctionnent bien parce qu'en période de crise, les gens se rattrapent comme ça. Et donc, on cherche plutôt à compenser dans des plaisirs agréables des choses difficiles de l'existence. Alors que la sagesse... puis beaucoup aussi, tout un discours autour de la politique, une sorte de crispation politique. Tout à fait. Qui semble... Comme si on savait changer le monde qu'à travers, effectivement, la dimension politique. Il y a un peu cette idée-là. La sagesse, ça sert pas à grand-chose. Le réel, et les gens se figent dans des identités. C'est vrai. Tu as raison. Et alors que la sagesse nous dit, le politique est important, c'est-à-dire d'agir sur évidemment le contexte collectif, mais il viendra des individus. C'est-à-dire qu'il faut que les individus se transforment intérieurement. Et l'idée fondamentale de la sagesse, c'est d'éveiller la conscience des individus. Tu sais, Aristote nous dit à un moment donné, la plupart des gens descendent le fleuve et les cadavres vont encore plus vite parce qu'ils pensent pas du tout. Il n'y a aucune résistance. Et le philosophe, c'est celui qui remonte le fleuve à contre-courant. C'est-à-dire qu'il refuse de suivre les injonctions dominantes de la société dans laquelle il est, ce qui est, à toutes les époques, c'est valable. Et donc, c'est celui qui va réfléchir, qui va se dire, mais est-ce que c'est juste de vivre comme ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on me dit que je vais être heureux en consommant ou en vivant telle chose? Est-ce que c'est juste? Et donc, prendre du recul et par la réflexion, remonter le fleuve, c'est-à-dire prendre des décisions qui vont pas forcément dans le sens de la pente dominante. Et donc, ça veut dire que chaque individu doit se réveiller. C'est Héraclite qui disait « nous sommes endormis ». Et au fond, la sagesse, c'est un effort pour s'éveiller, pour vivre les yeux ouverts et pour orienter notre vie de manière consciente. Et pas en se laissant aller à la fois par notre inconscient personnel, qui fait qu'on va agir sans liberté intérieure en étant comme des robots, mais aussi par le collectif, le poids du collectif, les injonctions sociétales, les désirs mimétiques, qui fait qu'on va imiter les désirs des autres, au lieu d'être à l'écoute finalement de nos désirs les plus personnels. Donc ça, c'est vraiment... Quand on t'écoute, on se dit, mais la sagesse, elle est... Il y a un côté... en opposition à l'ordre général, alors qu'on a l'idée que la sagesse, c'est un peu éthéré, c'est sympathique, mais c'est pas vraiment dans le réel. Ce que tu montres là maintenant et dans ton livre de manière très précise, c'est que toute l'histoire de la sagesse est au contraire... Est anticonformiste. Est très anticonformiste et peut-être la manière la plus radicale de mettre en question toute l'idéologie dans laquelle les gens sont enfermés. Tout à fait. C'est un acte de résistance, la sagesse. Et donc, c'est l'inverse de l'image qu'on peut en avoir, d'être sage, c'est-à-dire de se conformer. Non, la sagesse au sens philosophique, c'est justement de refuser de suivre les injonctions dominantes, en tout cas si elles ne sont pas justes pour l'humain et pour la société. Et donc, il s'agit, et on veut dire aujourd'hui, pour le vivant dans son ensemble, puisqu'on a enfin pris en compte la planète, et donc on se rend compte qu'on fait partie d'un écosystème global et qu'il s'agit d'agir bien. Une vie bonne, c'est vivre selon le bien, mais en tenant compte aussi de tous les vivants et de la planète. Et donc, effectivement, la sagesse est un acte de résistance. C'est pour ça que j'avais mis au départ en sous-titre petit manuel de résistance intérieure. Puis j'ai enlevé parce que je me suis dit ça peut donner une fausse idée qu'on cherche à résister, c'est à ne pas bouger en fait. Mais non, il s'agit évidemment d'accompagner le mouvement permanent de la vie, donc d'être dans le mouvement, dans la fluidité, mais par contre de pouvoir résister par notre intériorité, par notre réflexion, par la vie intérieure, la richesse de notre vie intérieure, de résister à des injonctions sociétales qui ne sont pas justes. On a été un peu rapide tout à l'heure quand on a parlé de notre société et des dangers de notre société et de la sagesse. Parce que tu montres bien dans ton livre qu'aujourd'hui, peut-être que le sentiment de vide que beaucoup de gens éprouvent, qui est peut-être plus particulier qu'à d'autres époques, il y a eu d'autres problèmes à d'autres époques, peut-être que nos grands-parents ont vécu d'autres problèmes, mais que la sagesse nous répond plus précisément à nous
face à, comme tu dis, une perte de repères et qu'on a peut-être un besoin de sens plus pressant dans notre monde? Parce que le sens, l'être humain a besoin de sens. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et il se pose des questions essentielles et il a besoin d'orienter sa vie. Et en fait, le sens a été pris pendant très longtemps par les religions, d'une part, qui donnaient du sens à la société. On savait pourquoi on était sur Terre, où on irait après la mort. Enfin, tout était pris en charge par les religions. Et ensuite, c'est le politique qui a succédé à ça. Et on a eu des grandes idéologies politiques, y compris d'ailleurs l'esprit républicain. C'est-à-dire, c'était l'idée que, on pouvait donner sa vie pour la patrie, etc. Donc, il y a eu je dirais, des grandes idéologies religieuses et politiques qui se sont effondrées. Et aujourd'hui, ce qui est au centre de tout, c'est l'individu à l'échelle planétaire. Et il se rend compte que il y a plus de récit collectif auquel s'accrocher. Et d'une certaine manière, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que cessons de nous accrocher à des grands récits collectifs qui ne fonctionnent peut-être pas, et puis essayons de construire un dispositif de sens qui nous permet de réussir notre vie et de le faire avec d'autres. C'est-à-dire à ce moment-là, on se réapproprie la question du sens. Et pour moi, ça c'est un progrès. Et on retrouve ce qui s'est passé du temps des Grecs. C'est-à-dire qu'il s'agissait, et pas que des Grecs, je dis les Grecs, mais on peut dire la même chose. Il y a eu au milieu du premier millénaire avant notre ère, on était dans des civilisations où la religion et le politique étaient omniprésents. Et en fait, il y a eu des sages qui sont apparus. En Chine, c'est Confucius et Lao Tse. En Inde, c'est les Upanishads, le Bouddha, le jaïnisme. En Grèce, c'est Pythagore, Socrate et les grands philosophes, les prophètes en Israël. Ce sont ces personnages qui d'un coup se sont dit, mais cessons de fonder notre vie sur des croyances collectives où on ne réfléchit pas. Il s'agit de fonder notre vie sur une connaissance, sur une observation et sur une expérience. C'est ça qui est fondamental, c'est que la sagesse est fondée sur l'expérience. C'est parce que je comprends quelque chose, parce que je l'expérimente, que je vais pouvoir orienter ma vie et choisir des valeurs, donc donner des repères et du sens à partir d'une expérience, d'une connaissance, d'un ressenti. Et donc là, il y a une révolution qui s'est opérée, que Karl Jaspers appelle l'âge axial de l'humanité, parce qu'il y a eu au même moment ces grands mouvements de sagesse qui sont nés partout dans toutes les civilisations, et on en revient là aujourd'hui finalement, où à nouveau les religions ont repris beaucoup de poids dans les sociétés, puis le politique à partir du 18e, 19e siècle, et à nouveau on se repose la question, chaque individu pose la question, mais pourquoi je suis sur Terre ? Comment réussir ma vie ? Comment arriver à un bonheur durable ? Et comment créer une société harmonieuse ? Et donc ces questions-là se reposent avec force aujourd'hui. Je voulais revenir là-dessus parce que on voit en lisant ton livre que à la fois se tourner vers la sagesse, c'est s'ancrer dans toute une histoire très longue, mais en même temps répondre aux défis de notre temps. Parce qu'on pourrait croire, si je m'occupe de la sagesse, c'est bien, je suis en rapport à toute une histoire, mais je suis un peu coupé de mon monde. Et tu montres qu'au contraire, la sagesse aujourd'hui a une actualité brûlante par rapport à la situation que nous vivons dans notre monde. Que c'est pas juste un passéisme, mais que c'est un engagement. On a montré qu'il y a un aspect de résistance, mais aussi une manière de voir les vrais problèmes de notre monde en se tournant vers la sagesse. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un engagement, c'est-à-dire que au fond, l'idée fondamentale de la sagesse, c'est d'être utile, c'est de faire du bien, c'est de participer à l'aventure collective. Et pour tous les grands courants de sagesse de l'Antiquité, on ne peut pas séparer le bien individuel du bien collectif, le bonheur individuel du bonheur collectif. Et donc, on cherche à œuvrer pour que le monde aille mieux. Et donc, la sagesse, elle nous engage. Elle nous engage à agir d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être simplement pour des grands spirituels d'aller méditer intensément et ils sont convaincus que leur méditation ou leur prière, quel que soit je dirais le terreau culturel dans lequel ils s'inscrivent, peut avoir un impact sur l'humanité, mais c'est aussi des engagements très concrets de faire des choses. Moi, à titre personnel, j'ai créé des associations pour les animaux, pour l'éducation, pour éveiller la pensée critique chez les enfants dans le cadre de l'association SEV, de faire des actions, j'organise des séminaires, des cours de philo en ligne, etc. Et tout. Toi, tu fais l'école de philosophie depuis des années, tout ça, qu'on a envie que d'autres, évidemment, s'éveillent et que d'autres puissent réfléchir, résister à ce qui est négatif et ce qui est en train de détruire l'humain et la planète, et puis s'éveiller, c'est réfléchir et apporter face notamment aux grands défis, je le disais, les principaux aujourd'hui, je crois que il y en a beaucoup, mais disons qu'on a quand même le défi écologique qui est majeur, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, peut-être que l'humanité ne va pas
ne pourra pas continuer de survivre à cause du réchauffement climatique. Et puis on détruit quantité d'espèces, ce qui est dramatique. Et puis le deuxième grand défi que je vois de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle. On ne sait pas du tout où on va. Et que là, on avance à toute vitesse dans cette espèce d'ivresse technologique qui fait qu'on multiplie les connaissances sans arrêt, sans réfléchir aux conséquences. Et je commence à voir autour de moi des gens qui sont très engagés dans l'IA, notamment à Microsoft et autres, qui s'inquiètent en disant mais on est en train de créer quelque chose qui va nous échapper totalement et qu'il y a déjà des formes d'IA surentraînées qu'on veut supprimer d'un programme et qui se dupliquent ailleurs parce qu'elles veulent continuer d'exister, parce qu'elles ont imité le besoin humain d'immortalité. Hein. On est vraiment dans 2001 l'Odyssée de l'espace déjà, et qu'elles veulent continuer d'exister. Et on se dit mais quand elles seront encore plus fortes, encore plus entraînées, elles vont complètement nous échapper. Donc là, on joue aux apprentis sorciers. Je suis pas du tout contre l'IA pour un tas de tâches qui peuvent nous être utiles, etc. et tout, mais il faut bien réfléchir que plus on les entraîne, qu'est-ce qu'elles vont devenir et est-ce qu'elles vont pas s'émanciper de leur créateur. On est sur des vieux mythes, hein, le mythe de Frankenstein, etc. Là, je crois qu'il y a quelque chose de très dangereux. Et puis, on est de plus en plus dans la dépendance à la technologie qui fait qu'on ne peut plus s'en passer. Donc on manque de sagesse. On manque cruellement de sagesse. Et la sagesse, elle est là pour nous aider à utiliser à bon escient la technologie. Il ne s'agit pas d'avoir un discours anti-technologique. Je crois que toute technologie peut avoir quelque chose. Par exemple, l'intelligence artificielle, plein de médecins me disent c'est extrêmement utile en santé. C'est-à-dire qu'il y a des diagnostics qui sont des fois meilleurs que ce que font les médecins. Il y a des choses qui peuvent vraiment nous aider et très précieuses. Mais tant mieux, utilisons à ce moment-là l'IA. Mais il y a des domaines où il faut savoir l'utiliser et puis il y a des domaines, il faut garder un esprit critique et il ne faut pas forcément l'appliquer à tous sans discernement. Et donc là, il y a une réflexion à avoir. Un bon usage de la technologie, de l'IA, de tout ce qui peut, pour le transhumanisme aussi. Il y a des choses qui peuvent nous aider à vivre, je dirais, plus longtemps en bonne santé, tant mieux. Et puis après, il ne faut pas devenir des cyborgs non plus, qui sont complètement rafistolés de partout avec de la technologie. Et puis, à quoi ça sert de vivre 1000 ans si on doit vivre 1000 ans avec des antidépresseurs, dans un monde qui est épouvantablement injuste, avec une destruction des écosystèmes, etc. et tout. Donc, il faut remettre les choses à leur place et se dire qu'est-ce qui est le plus important. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de vivre le mieux possible, en harmonie, sur Terre, en essayant de réparer la planète autant qu'on le peut, en tout cas arrêter de la détruire, et puis d'essayer de créer plus de justice à l'échelle planétaire. Il y a un autre point, du coup, que tu lèves dans les idées reçues qu'on a sur la sagesse, c'est que c'est complètement incarné. C'est-à-dire la sagesse, c'est lié au corps, aux émotions, à la sensibilité. Peut-être que ça répond aussi à ce qui se passe, que tu viens de décrire, l'IA, la destruction de la Terre, c'est peut-être des gens ça vient peut-être d'un monde qui est de plus en plus dans la tête et dans la conscience, en oubliant la sensibilité, l'émotion, le corps. Alors là aussi, c'est paradoxal, parce que les gens, quand ils pensent à la sagesse, ils ont l'impression on laisse tomber le corps, on laisse tomber la matière, on laisse tomber la sensibilité. Et tu montres très bien dans ton livre que c'est pas du tout le discours de la sagesse. Bien sûr. La sagesse, c'est d'être entier, en fait. C'est de réunir tout notre être. Donc, à la fois, la raison dans toutes ses dimensions, parce que c'est pas la raison, elle peut être à la fois logique, très rationnelle au sens cartésien, mais on a aussi une intelligence qui est beaucoup plus vaste et qui nous permet d'appréhender le réel dans toute sa complexité, comme le fait aujourd'hui la physique quantique, mais comme le font en Orient tous les penseurs, le bouddhisme que tu connais bien, etc. C'est une approche beaucoup plus ouverte, d'une intelligence ouverte et pas d'une raison close. Donc déjà, la raison dans sa globalité, mais aussi notre sensibilité, notre corps, notre imaginaire, toutes les dimensions de notre être doivent être présentes, doivent être réconciliées en nous. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette phrase de Jung qui dit que tout le chemin qu'il propose dans le processus d'individuation pour être soi-même, c'est pas de devenir parfait ou c'est pas de devenir super intelligent, c'est simplement d'être entier, c'est-à-dire de réconcilier toutes les parts de nous. Le corps, l'imaginaire, le cœur, la sensibilité, les émotions. C'est ce que Spinoza déjà voulait faire, réconcilier le corps et l'esprit. Et donc, on est dans cette idée qu'il s'agit d'être entier. Et être entier, c'est aussi réconcilier son conscient et son inconscient, les faire dialoguer. C'est, pour Jung nous le dit, c'est aussi intégrer notre ombre. Il nous dit, on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant conscient notre obscurité. Et donc, c'est tout ce dialogue à l'intérieur de nous, cette réconciliation de toutes les composantes de notre être,
qui va nous aider à être profondément heureux. Parce que si on refoule une partie de nous, finalement, il y aura toujours une part qui sera malheureuse, il y aura toujours une part qui va crier, qui va souffrir en nous, ou qui ne sera pas intégrée, et qui du coup, c'est dommage parce qu'on va pas utiliser, par exemple, l'imaginaire, c'est quelque chose de formidable, de pouvoir utiliser notre imagination, de pouvoir rêver, se projeter par l'imaginaire, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, Jung disait dans les années, il y a plus d'un siècle, il disait un des drames du XXe siècle, c'est le refoulement de l'imaginaire. La raison logique cartésienne a tout balayé, a tout emporté, et on considère que l'imaginaire, c'est la folle du logis, qu'il faut mépriser, mettre de côté et tout. Et il a eu tellement raison, c'est qu'on se rend compte que ce refoulement a appelé je dirais, une compensation. Et cette compensation, il y a eu d'abord, dans un premier temps, des grandes idéologies fondées aussi sur une part imaginative, mais qui ont pu être très dangereuses. Et puis après, il y a eu la recherche de grands mythes qui ont pu nous réconcilier avec notre part d'imagination. Les plus grands succès planétaires du cinéma, de la littérature des 50 dernières années, ce sont des sagas mythologiques. C'est Le Seigneur des Anneaux, c'est Harry Potter, c'est L'Alchimiste, c'est La Guerre des Étoiles. En fait, le mythe est revenu en force et de manière positive cette fois, pas à travers des idéologies. Et donc parce qu'on a besoin aussi de se relier au réel par notre imaginaire et pas uniquement par la raison logique. Donc on peut dire, c'est ça aussi que tu montres dans ton livre, c'est se tourner vers la sagesse, c'est se réconcilier avec toutes nos dimensions, tout à fait, dont nous sommes beaucoup mutilés aujourd'hui, et peut-être Exactement. que beaucoup de gens souffrent sans s'en rendre compte, parce qu'ils sont mutilés, que notre monde tend à nous couper de toutes ces dimensions. Oui, on tend depuis déjà plus de 150 ans à être que dans la raison logique, enfin en tout cas, on survalorise la raison logique parce qu'elle a aussi des conséquences, c'est l'invention de la technologie, etc. et tout. Donc je dirais, on voit très bien l'utilité de développer une rationalité logique, mais en même temps, ça ne nous rend pas heureux. On a besoin d'autre chose, on ne peut pas vivre que là-dedans. Et même quand beaucoup de gens qui parlent de spiritualité en parlent comme si c'était se séparer du monde matériel. Oui. Exactement. C'est une grande illusion. Et se couper ou du corps ou du monde matériel. Oui, comme le monde matériel serait... Alors que c'est plutôt un désattachement. Dans la sagesse, c'est plutôt une manière d'avoir rapport au sensible, à l'émotionnel, au monde matériel, de manière moins prédatrice, mais pas en s'en coupant. C'est changer notre rapport au monde matériel. Tout à fait. Pas une sorte d'élévation abstraite. Absolument. C'est pour ça que je dis qu'elle doit être incarnée tous les jours dans notre corps, dans notre sensibilité, dans nos émotions, dans notre relation aux autres. Et puis c'est pour ça que les deux premiers piliers de la sagesse, qui sont inséparables, c'est la connaissance et le cœur. C'est la connaissance et l'amour. Donc on pourrait dire la tête et le cœur. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de toujours relier ces deux dimensions fondamentales de notre être. On est pleinement humain. Parce que à la fois on est capable de réfléchir et d'orienter sa vie par une réflexion fondée sur la raison et pas uniquement par les idéologies extérieures, ou par nos affects. Il s'agit de réfléchir et en même temps toujours être incarné dans notre sensibilité, dans nos affects, de relier ces deux dimensions. Et c'est ça qui est fondamental. Un être humain qui est beau, il rayonne par le cœur, par sa sensibilité, par ses émotions et il rayonne par son intelligence. Pourquoi il y a ce si grand malentendu? C'est un peu paradoxal. Notre monde, à la fois, complètement dans une sorte d'obsession consumériste, et en même temps, il y a une sorte d'illusion que la spiritualité, la sagesse serait un peu sortir du monde matériel. Je pense que c'est un peu l'histoire de l'Occident, en fait, où on a séparé de plus en plus, effectivement, le matériel du spirituel, le corps émotionnel et la raison. C'est aussi le fruit de l'histoire chrétienne qui s'est construite un peu dans cette opposition. C'est Descartes qui maintient, qui même théorise. Si c'est plus subtil chez Descartes, voilà. Parce qu'il parle quand même de l'énigme de l'union de l'âme et du corps, et dit quand même à la princesse Élisabeth, parce que j'en ai marre qu'on dise toujours des bêtises sur Descartes, ils disent quand même à la princesse Élisabeth, quand elle se sent pas bien, elle est un peu dépressive, qu'elle ferait mieux d'arrêter de faire de la philosophie, d'aller marcher, parce que comme il y a l'union de l'âme et du corps, en marchant, elle se ferait du bien à son esprit. Donc Descartes est beaucoup moins cartésien que ce qu'on raconte. En même temps, moi je me souviens avoir pas mal lu Spinoza qui parle de Descartes, et c'est vrai qu'il y a une dualité quand même dans Descartes entre le corps et l'esprit, qui est l'héritage chrétien d'une certaine manière. Mais il insiste, il dit il y a une union de l'âme et du corps qui reste mystérieuse. Le cœur de Descartes, c'est-à-dire il y a une union mystérieuse. Oui, mais la raison doit dominer les passions, donc ça reste vrai. Oui, mais c'est pas le sujet, mais dans les passions de l'âme,
il parle pas du tout de ça. Par exemple, je lisais dernièrement comment dans Les Passions de l'âme, ce qu'il dit sur la colère, il dit qu'un homme qui n'est pas en colère, c'est un homme qui va manquer à sa dignité. Et quand même, la domination des raisons... Bonne réhabilitation de Descartes, je t'en remercie. Parce que c'est vrai que j'ai gardé, moi, l'idée, effectivement, je l'ai lu il y a longtemps, Descartes, qu'il était quand même dans une dualité, si tu veux, du corps de l'âme. Le cartésianisme, oui, c'est souvent le cas. Les philosophes sont très profonds, et après on en fait une doctrine, et quand on fait une doctrine, on perd beaucoup la richesse, la subtilité. Mais Les Passions de l'âme de Descartes, c'est très étonnant. Je vais relire Les Passions de l'âme de Descartes. Tu vas voir, tu vas être... Et puis l'admiration et la passion première chez lui, la générosité et la passion première. Donc c'est fondamental, sans générosité on ne peut pas avancer dans la pensée. En tout cas, le cartésianisme, on va relire Descartes attentivement, le cartésianisme nous a coupé de ça, nous a mis dans une sorte de dualité, effectivement. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à rentrer dans la sagesse. On survalorise l'âme par rapport au corps, en fait. D'où la difficulté, on est dans une dualité. Et donc il s'agit de dire, en fait, notre esprit et notre corps vont tout le temps ensemble. Et donc on pense avec notre sensibilité, les deux sont connectés, on le voit très bien. Aujourd'hui, on est très sensible à la somatisation, on voit très bien que dès qu'il y a un problème de l'âme, le corps réagit tout de suite, et vice-versa. Tu viens de dire un mot dont je voulais qu'on parle, parce que tu réhabites l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme ? Tu en parles magnifiquement dans le livre, et je crois que c'est important, parce qu'on n'ose plus employer le mot âme. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme, et pourquoi c'est important de s'y... C'est la dimension invisible et intérieure de notre être, qui fait qu'on a une profondeur, qui n'est pas simplement, en fait, une réaction sensible immédiate aux choses extérieures. On a cette capacité d'intériorité. Et moi, je relie l'âme essentiellement à l'intériorité. Alors, d'où vient l'âme ? Ça, c'est une grande question. Il y a plein de réponses possibles. Il y a beaucoup de traditions philosophiques et spirituelles qui disent que l'âme, au fond, vient de quelque chose qui nous dépasse. Par exemple, on va trouver chez Aristote ou Platon, c'est le nous, c'est quelque chose qui vient du divin. Chez les stoïciens, c'est le logos. Il peut y avoir des réponses qui relient l'âme à une forme de transcendance, une forme d'absolu, de divin, on pourrait le dire, et c'est une étincelle, et ça c'est typiquement dans la tradition évidemment judéo-chrétienne, musulmane, on retrouve cette idée-là, que l'âme est une étincelle du divin, est une parcelle du divin. Après, on peut en donner une définition sans faire référence à un divin extérieur, qui est plus relié à l'Orient, à l'Inde, même s'il y a aussi cette idée d'une parcelle du divin, l'Atman, qui est une parcelle du Brahman, à travers la conception philosophique du soi, c'est-à-dire d'une entité qui est en nous, qui, au fond, va réunir et chercher à unifier toutes les parts séparées de notre être. On parlait tout à l'heure, il y a l'ego, il y a le mental, il y a notre sensibilité, nos émotions, il y a tout ça. Et puis ce qui va rassembler tout, c'est le principe d'unité en fait, qui va tout rassembler pour essayer de construire au fond notre être et de nous aider à grandir, à nous améliorer. Et l'âme serait ce soi, cette part intérieure profonde qu'il faut distinguer du moi ou de l'ego. On ne va pas rentrer parce qu'il y a plein de distinctions qu'on peut faire entre le moi et l'ego, mais enfin en tout cas le personnage auquel on s'identifie, celui que les gens nous regardent en nous, et dire qu'il y a cette dimension intérieure qui est plus profonde en fait que ce que les autres peuvent percevoir ou ce qu'on peut même parfois nous-mêmes percevoir de nous-mêmes, et qui nous pousse toujours à grandir et à nous éveiller, à aller vers quelque chose que les bouddhistes appellent l'éveil, qu'on peut appeler la béatitude chez Spinoza, etc. C'est un état d'accomplissement profond de notre être. Et donc l'âme, c'est cette force intérieure qui nous pousse à nous accomplir, à nous réaliser, à grandir et à devenir quelqu'un, en fait, que nous sommes déjà potentiellement, mais qu'il faut actuer par la conscience et par nos actes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, du coup, on s'aperçoit qu'il y a une part invisible de nous-mêmes, qu'on peut appeler l'âme, qui nous pousse à nous réaliser, à nous accomplir, à nous individuer, à être une belle personne, à nous éveiller. Et si on ne sait pas très bien l'origine, peu importe, parce qu'il y a plein de débats philosophiques et spirituels sur l'origine de l'âme, mais moi, j'observe cette existence de l'âme à l'intérieur de nous, parce qu'il suffit de faire de l'introspection et de se rendre compte, dès qu'on médite, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, dès qu'on est en silence et qu'on calme un peu tous les jeux de l'ego, du mental, etc. et tout, on voit qu'il y a une lumière à l'intérieur de nous, qu'il y a une présence, il y a quelque chose de fort, qu'il y a quelque chose de stable, qu'il y a quelque chose qui est paisible, et donc il faut simplement lui donner accès pour qu'elle puisse s'exprimer. Tu fais une remarque que j'ai trouvée très juste. Dans le langage courant,
Alors que la plupart des gens diraient, je comprends rien à ce que c'est l'âme. On parle, j'aime de toute mon âme, je mets toute mon âme dans mon travail. Donc on voit bien que les gens le disent sans s'en rendre compte, ce sens profond de l'âme. Tout à fait. Quand je dis je fais ça de toute mon âme, ça veut bien dire cet engagement Avec tout mon entier. être profond, Oui, voilà, au-delà de mes fonctions extérieures. Et puis, ce qui est important, c'est de nourrir son âme. C'est-à-dire que nous, on nourrit beaucoup notre corps aujourd'hui. Tant mieux, parce que le corps a été longtemps méprisé. C'est très bien. Faut nourrir son âme aussi. Et on se nourrit de nourriture profonde. Ce qui nourrit le plus mon âme, c'est la poésie. Je sais que toi aussi. Et la musique, l'art, enfin, nourrit notre âme en profondeur. Moi, quand je lis des poèmes qui me touchent, de Hugo, Bobin, Baudelaire, enfin, tout ça, tout d'un coup, je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en moi, qui respire enfin. Alors que quand je suis que dans la consommation de livres de philosophie ou de choses, même de films qui me détendent, etc. et tout, je n'ai pas cette respiration aussi profonde. Donc l'art nourrit profondément notre âme. La beauté du monde, de contempler. Moi, j'ai la chance de vivre en Corse dans un paysage magnifique. Quand je regarde, je me sens tellement connecté à ce qu'il y a de plus profond en moi. Donc il faut penser en fait à nourrir notre âme et qui aujourd'hui, dans la multiplicité des activités efficaces, on recherche toujours l'efficacité, eh bien on laisse plus à notre âme ces moments où elle a besoin de se nourrir de choses profondes, de choses belles, de choses gratuites en fait, parce que tout ce qui nourrit le plus notre âme, ça ne coûte rien. Quasiment aujourd'hui, on a accès gratuitement à tout ce qui est le plus essentiel pour notre âme. Si on a la chance aussi peut-être de vivre à la campagne ou d'avoir un accès à la beauté d'une manière ou d'une autre, par la culture, par la nature, ça oui, ça me paraît essentiel. Et puis, c'est aussi donner du temps. Je m'aperçois que quand je vois un film, par exemple, qui m'émeut, ou que je lis un texte qui me touche, mais il faut s'arrêter. Il faut intérioriser. Il faut rester avec cette émotion, avec cette sensation, avec ce qui nous a ému. Donc des fois, moi, je lis une phrase et puis je ferme le livre pour rester et pour ruminer au bon sens du terme, pour méditer cette phrase. Ou quand je vois un film qui me touche, je peux rester très longtemps avec ces impressions plutôt que de passer à autre chose. Or aujourd'hui, on veut faire tellement de choses qu'on passe d'une chose à l'autre et on laisse plus le temps à notre âme de se nourrir de tout ce qui va comme ça l'impressionner en profondeur et donc la nourrir. tu dis, qui reprend beaucoup de choses qu'on a essayé de mettre ensemble, le but n'est donc pas d'élever l'âme, mais de dissoudre l'illusion de l'ego pour faire place à une conscience ouverte, compatissante, non duelle. C'est ça. Ça, c'est ultime. C'est-à-dire, c'est le chemin spirituel ultime. Mais j'aimais bien qu'on commence comme ça. Le but n'est pas d'élever l'âme, parce qu'on a toujours cette idée. Cette idée qu'il faut grandir au sens... Qu'il faut sortir, quitter le monde matériel, quitter l'ici, quitter notre corps, aller ailleurs. Non, c'est plutôt dissoudre l'illusion de l'ego. C'est un tout autre projet. C'est ça la grande erreur de notre temps, c'est que les gens croient qu'il faut s'élever. Donc alors du coup, on est dans des trucs un peu des fois un peu folkloriques. Oui, c'est ça. Il s'agit pas encore une fois d'être parfait et de s'élever. Il s'agit d'être entier et d'intégrer cette dimension intérieure qui a besoin de se nourrir de belles choses et donc et puis découvrir que nous confondons notre âme et notre ego. C'est-à-dire que nous nous identifions au petit personnage que nous sommes, qui s'est construit avec toutes les émotions, avec toutes les peurs, le besoin d'être reconnu, etc. et tout, et qu'à un moment donné, il faut comprendre que ce personnage-là, il nous sépare de notre intériorité la plus profonde, de notre âme, il nous sépare des autres. C'est lui qui fait que nous allons souvent mal agir ou pas faire attention aux autres ou détruire la planète, etc. Et donc, il s'agit de redécouvrir en nous cette part mystérieuse et profonde qu'on appelle l'âme et qui, elle, est au-delà de la séparation. Et donc, ce qui fait qu'on commet des actes négatifs, c'est qu'on est dans la séparation, dans une illusion de la séparation. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce discours sur la non-dualité profonde qui est présente dans un certain nombre de courants, notamment orientaux, depuis longtemps, eh bien aujourd'hui, la physique quantique est en train de le redécouvrir d'une autre manière, en disant mais tous les vivants sont connectés, il y a une interdépendance profonde de tout, tout est lié, il y a une unité du vivant qui fait que tout interagit sur tout, et ce qui fait qu'on fait partie d'un tout, et il faut arrêter de nous séparer en fait de cette grande aventure cosmique dans laquelle il y a une harmonie, il y a un lien de
tous les vivants entre eux, parce que lorsqu'on se sépare, eh bien, on regarde tout le reste du monde comme un objet extérieur qu'on peut dominer, exploiter, utiliser, etc. Et c'est ce qui crée toutes les disharmonies profondes dans lesquelles on est aujourd'hui. Un des derniers points que tu montres dans le livre qui est aussi surprenant par rapport à l'idée reçue qu'on a sur la sagesse, c'est que la sagesse vient d'un profond désir. C'est éveiller un désir profond en nous. On t'a déjà beaucoup travaillé sur cette question, tu avais déjà écrit un livre sur le désir, mais je crois que c'est vraiment important de revenir, parce que c'est souvent mal compris. Bien sûr, si on n'a pas le goût ou le désir de la sagesse, ça ne sert à rien de se lancer sur le chemin de la sagesse. C'est-à-dire que ça doit être, au départ, la sagesse vient d'un désir profond. Et c'est quoi ce désir ? C'est ce désir déjà de se connaître en profondeur, c'est ce désir de dire comment je peux réaliser une vie qui soit belle, une vie réussie, et pas simplement réussir ma vie au sens de gagner de l'argent, d'être un personnage connu. Comment est-ce que je peux au fond accomplir le meilleur de moi-même, tout en intégrant toutes les phases, toutes les parts positives, les fragilités, les peurs, etc. Comment est-ce que je peux être entier et ne pas vivre séparément ? Donc c'est un désir profond. Et moi je l'ai depuis depuis l'enfance en fait. Et je me dis mais pourquoi je suis sur Terre ? Comment être heureux profondément ? Comment essayer de mener une vie bonne qui soit utile aussi aux autres ? Donc tout ça, c'est un désir. Et si on n'a pas ce désir, ça sert à rien de se lancer dans une quête de sagesse, parce qu'on fera que imiter les choses extérieurement, et je vois pas ce que ça peut nous apporter. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous mettre sur le chemin de la sagesse. Il y a certainement le désir qui est le moteur de toute façon de toutes nos vies. Et puis il y a aussi peut-être ce sentiment que certains ressentent, que moi j'ai ressenti, que j'appelle d'incomplétude. C'est-à-dire qu'il nous manque quelque chose. C'est comme si on a été séparés de quelque chose et que on est en quête de retrouver ce dont on a été séparés. C'est ce très très beau poème de Rumi que tu connais certainement, dans lequel, c'est le poème de la flûte, dans lequel il dit la flûte a la nostalgie du roseau dont elle a été coupée. Donc on joue de la flûte, mais il y a la nostalgie du roseau dont on vient. Eh bien moi j'ai ressenti ça depuis que je suis enfant. Je me dis mais j'ai l'impression de venir d'une autre planète et puis d'être là sur la Terre, mais je vais repartir dans cette planète un jour. C'est comme si j'étais un voyageur quoi. Et j'ai la nostalgie de quelque chose de plein, de quelque chose qui est un absolu d'amour, de beauté, de plénitude dont j'ai été coupé. J'ai expérimenté quelque chose là, mais je vais y revenir. Et pas mal de gens peuvent avoir ce ressenti. Donc le sentiment d'incomplétude peut être aussi un moteur. C'est présent chez beaucoup de mystiques. C'est peut être un moteur pour essayer, à travers cette vie, de retrouver ce que nous avons peut-être perdu, peut-être une nostalgie de quelque chose de perdu. Et puis, je trouve que c'est très important de dire ça parce que, au fond, c'est une invitation. Sentez en vous le manque, c'est la meilleure manière d'entrer dans la sagesse. Je pense que c'est important parce que les gens ont l'impression, je suis dans la sagesse, je ne ressens plus rien, je suis indifférent aux choses, alors que c'est important de dire non, au contraire. Vous voulez rentrer dans la sagesse, sentez ce désir ardent, ce manque, cette nostalgie. Tout à fait, d'une plénitude. Et au fond, c'est ça, tous les textes spirituels parlent de ce désir ardent de retrouver cette terre, ce visage, ce monde, ce lien. Fait. Donc, au fond, c'est ça. Cette unité. Et on trouve ça aussi bien, tu as raison, dans toutes les traditions, mais aussi chez Platon. Et c'est très oublié. Oui, le manque est négatif, alors que c'est l'aspiration à retrouver une unité. Sans ce manque, il n'y a pas de mise en chemin. Donc, peut-être que le message, si vous voulez rentrer dans la sagesse et vivre une vie plus accomplie, sentez qu'il y a quelque chose qui manque et qui nous pousse en avant, qui fait, comme tu l'as dit, qu'on veut prendre soin de son âme, qu'on veut s'ouvrir davantage, qu'on veut questionner davantage. Ça, c'est un des moteurs, je pense. Enfin, moi, ça l'a été aussi. Et puis, pour beaucoup de gens, c'est aussi le tragique de l'existence. C'est-à-dire la confrontation avec ce que Nietzsche appelle le tragique de l'existence, mais ça prend la forme chez chacun ou d'une grande maladie, ou d'une rupture affective, ou de la mort d'un proche. Et là, d'un coup, on se dit, mais face à ça, eh bien, comment essayer de trouver ou du sens, ou une paix, ou une joie malgré tout. Et donc, la souffrance peut être un chemin qui nous conduit souvent vers une quête de sagesse. En tout cas, j'ai souvent observé que des gens qui se posaient aucune question, d'un coup, ils ont une grande rupture de vie, une grande épreuve, et après,
eh ben, il se pose la question, mais pourquoi je suis sur Terre au fond? Et donc ce chaos, cette rupture peut conduire à un questionnement fondamental qui amène les gens sur un chemin de sagesse. Donc il y a plusieurs biais par lesquels on peut Dans le, cheminer. tu dis bon, ce manque, la dimension tragique, et on a parlé un peu d'étonnement devant... Alors voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, mais aussi l'émerveillement et l'étonnement. C'est-à-dire que quand on s'émerveille devant la beauté du monde, devant l'harmonie du cosmos, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis qu'on s'étonne, qu'on se pose la question, mais pourquoi les choses sont comme ça Eh bien là, l'émerveillement et l'étonnement peut conduire, en tout cas, c'est comme ça qu'est née la philosophie, selon Platon et Aristote, hein, c'est l'étonnement et le départ de tout ce questionnement philosophique qui a donné naissance à la sagesse. Parce qu'il faut rappeler que la sagesse, c'est la définition de la philosophie. Hein, c'est Pythagore, lorsqu'on lui dit qu'il est un sage, il dit non, je suis un amant de la sagesse, philosophos, et puis c'est devenu ensuite la recherche de la philosophie. Donc, amant de la sagesse, c'est-à-dire que je ne suis pas sage, je suis dans le désir ardent de la sagesse. Tout à fait. Elle me manque et j'ai envie de m'unir à elle. Exactement. Exactement. Donc, et c'est ce qui a donné naissance à la philosophie, c'est-à-dire la recherche de la sagesse, c'est-à-dire d'une vie bonne et heureuse. Et puis même si après la philosophie a pris plein d'autres voies sur le langage, la science, même le monde physique, etc. Ça reste le cœur. En fait, hein, c'est l'existence humaine où on s'interroge comment essayer de nous améliorer comme être humain et d'être toujours dans cette quête incessante d'éveil finalement, de vivre les yeux ouverts, le cœur ouvert, de vivre pleinement avec toutes les dimensions de notre être. On va présenter très rapidement les 5 piliers. J'avais pas envie de consacrer parce que je trouvais que c'était mieux que les gens lisent le livre. Je préférais présenter pourquoi la quête de sagesse est tellement fondamentale. Mais peut-être tu peux présenter les 5 piliers et comment tu en es venu à établir ces 5 piliers. Ben, en fait, je suis parti d'un séminaire que j'ai fait dans le cadre de la Maison des Sagesses sur la sagesse. Et j'ai demandé aux gens qui participaient au séminaire de mettre tous les mots qu'ils associaient à la sagesse. Donc, tu avais le mot vertu, le mot harmonie, le mot bonheur, puis il y a une cinquantaine de mots comme ça. Puis on a fait des regroupements. Et en faisant tous ces regroupements, on est arrivé finalement, enfin c'est un peu moi qui ai fait le travail aussi, à regrouper dans 5 catégories fondamentales où tout pouvait se dire sur 5 piliers ou dimensions fondamentales de la sagesse présentes dans toutes les traditions. C'est-à-dire que là, on parlait aussi bien du taoïsme, du bouddhisme, de la philosophie grecque, de Spinoza, de Montaigne. Donc, à travers tous ces grands courants, il y a 5 fondamentaux. Mais je l'ai fait à travers un nuage de mots, c'est ça qui est intéressant. Et aucun mot n'était isolé, c'est-à-dire qu'il rentrait toujours dans une des 5 catégories. Et donc, ces 5 grandes catégories, c'est la connaissance. C'est-à-dire que le fait qu'on peut exercer notre intelligence pour essayer de comprendre le monde est intelligible, c'est le postulat de la sagesse, et qu'on peut essayer de le déchiffrer, mais l'être humain aussi. C'est-à-dire qu'on applique cet esprit critique, ce discernement, cette connaissance du monde, on l'applique à soi. Et donc, c'est ce double moment de la connaissance du monde, connaissance de soi, à travers le développement d'un discernement, d'un esprit critique, et pas simplement, je dirais, d'une adhésion immédiate. La deuxième dimension qui est fondamentale, alors cette première dimension, c'est quand même ce qui a consacré la rupture entre la philosophie et la religion. C'est-à-dire qu'on a quitté une connaissance du monde uniquement fondée sur la croyance et le mythe pour passer vers aussi une connaissance fondée sur l'observation, l'analyse, la réflexion. Donc, la connaissance. Ensuite, le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de sagesse véritable si on n'est pas dans l'amour. Si on ne se connecte pas à, je parlais tout à l'heure de tout ce qui nous relie, le fait que le monde est un, eh ben, c'est l'idée qu'il y a un amour universel, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça peut être karuna, agapé, etc., une compassion, un amour universel qui enveloppe l'univers et qu'on peut s'ouvrir notre cœur à cet amour. C'est juste une question d'ouvrir le cœur. Et dès qu'on ouvre son cœur, on peut ressentir cet amour universel qui peut nous inciter à donner notre vie pour un inconnu, qui peut nous inciter à engager notre vie de manière éthique, de telle et telle manière, à refuser de faire souffrir les êtres vivants quels qu'ils soient, etc. Pythagore refusait de manger de la viande parce qu'il était sensible à cette dimension-là et qu'il voulait respecter tous les vivants. Donc là, il y a vraiment cette ouverture à l'amour universel qui est présent. Il faut juste s'ouvrir à cette dimension-là. Donc, le cœur, la connaissance, et puis ensuite les moyens qu'on va se donner, une fois qu'on est à la fois dans la connaissance, dans la compréhension des choses, et dans le cœur qui nous fait vibrer et qui nous donne envie de faire du bien aux autres, eh bien on va se donner les moyens, c'est l'éthique.
Et l'éthique, c'est les vertus, c'est la vigilance, c'est la discipline, c'est tous les moyens qu'on va prendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes similitudes sur les vertus et sur l'éthique entre l'Orient et l'Occident. Et on peut dire que Aristote, c'est vraiment le grand philosophe grec des vertus qui nous explique que c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Et dès qu'on regarde l'enseignement du Bouddha, eh bien, c'est la recherche de la voie du milieu entre deux extrêmes. Ni trop de richesse, ni trop de pauvreté, ni trop de plaisir qui pourrait nous distraire de l'essentiel, mais pas d'ascèse. Et donc, il s'agit de toujours rechercher un juste milieu. Donc, l'éthique est essentiellement la voie du milieu, de l'harmonie, de l'équilibre. Et puis, après, il y a la présence, c'est-à-dire on retrouve dans tous les grands courants de sagesse cette idée qu'il s'agit d'être attentif à ce qu'on fait. Et je dis bien la présence parce que j'aime pas trop dire l'instant présent, parce que on a besoin de vivre dans le passé et dans le futur. Il faut pas être dans un diktat, comme on l'est un peu trop dans le développement personnel aujourd'hui, de l'instant présent. Plein de bouquins sur vivre dans l'instant présent. Mais on peut pas vivre que dans l'instant présent. On a besoin... Bravo, je suis ravi. Ah non, mais ça m'étonne pas que tu réagisses comme ça. C'est insupportable. L'instant présent, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est tellement abstrait. En Voilà. fait, ça fait plaisir aux gens, mais c'est tellement abstrait. Tout à fait. On a besoin... Là, je te parle, je suis dans le présent, mais je suis Mais avec toute l'histoire qui nous lie, les fois où on s'est vu Exactement. avant, les autres livres que j'ai lus de toi, qui heureusement Toute la participent. mémoire nous nourrit, tout Bah, le bien passé sûr. nourrit notre instant présent et lui donne une qualité Et je suis en même particulière. temps ouvert aux gens qui vont voir ça plus tard en disant qu'est-ce que je peux poser comme question qui va les aider. Et donc, c'est ça qui fait que le présent est riche. Exactement. Et moi, j'ai perdu un jour la mémoire. J'ai fait un ictus amnésique pendant 24 heures. Et je me suis dit, mais on n'existe pas sans la mémoire. On perd toute identité. On ne sait plus qui on est, d'où on vient. Et ce qui est la force de l'être humain, c'est sa mémoire, c'est de se souvenir. Et puis, on peut se souvenir de deux manières. On peut se souvenir de manière, effectivement, dans une rumination qui est un peu vaine, de remords, etc. Ça, effectivement, c'est ça qu'il faut éviter. Mais on peut se souvenir de manière très, très présente. Quand Proust se souvient de la Madeleine, il réactive la sensation du passé, il a du plaisir, il se souvient, ça revient à lui. Et nous, on se souvient de moments qu'on a passés ensemble, merveilleux, telle discussion, telle chose et tout. Hop, on est dans la joie, dans le présent, de la mémoire du passé. D'ailleurs, Épicure, qui est un des chantres de l'instant présent, nous dit c'est mieux de vivre dans le présent, sauf sous la torture. Parce que quand on souffre trop, il vaut mieux se souvenir d'un bon moment du passé. Et il dit à Ménécée, ce qui me rend heureux dans la période de souffrance que j'ai actuellement, parce qu'il était très malade à la fin de sa vie, c'est de me souvenir des bons moments qu'on passait ensemble, des discussions dans notre jardin, de ce qu'on disait, etc. Et tout. Et donc le passé, il faut le convoquer, bien entendu. Et le futur, on a besoin de se projeter, ne serait-ce que de se dire qu'on veut s'améliorer, qu'on veut essayer de transformer quelque chose, et puis organiser sa vie, on a besoin de se projeter. Donc il ne faut pas être dans la dictature de l'instant présent, simplement il faut plutôt essayer d'avoir une qualité de présence. Là on est en train de parler, on est totalement présent l'un à l'autre, et on essaie d'être dans cette qualité de présence, on ne pense pas à 10 000 choses à la fois. Lorsque on regarde un beau paysage, qu'on marche, c'est mieux de regarder le paysage plutôt que de penser à tous ces soucis, sa feuille d'impôt que j'ai pas remplie, etc. Bon, parce qu'on peut passer à côté d'une belle émotion, d'une belle sensation, et donc essayer d'être attentif à ce qu'on fait. Alors c'est pas toujours possible, il faut pas non plus tomber dans une dictature de la présence, parce que des fois on est obligé de faire plusieurs choses à la fois, on n'a pas le choix. Il y a des mères de famille, elles sont obligées de faire les devoirs des enfants tout en préparant le repas, etc. Donc des fois on n'a pas le choix. Et puis des fois on a le choix. Et là c'est bien d'essayer quand on lit un livre, d'être attentif à ce qu'on lit, quand on parle à un ami, d'être présent. Donc voilà, remettre de la qualité de présence, parce que ça nous apporte de la satisfaction, tout simplement. Le plaisir, la qualité de plaisir est liée à la qualité de présence. Et puis le dernier point, qui est le plus difficile, c'est l'acceptation. L'acceptation, on retrouve cette notion sous plein de mots, qui peut être la confiance, l'abandon, le consentement. Enfin, c'est cette idée, en fait, que si on ne peut pas changer les choses, tant qu'on peut les changer, tant mieux. Si on peut faire évoluer une situation, je tombe malade, je fais tout pour me soigner. Je suis face à une injustice, je fais tout pour la réparer. Et puis si je suis face à l'inéluctable, que je ne peux plus rien faire, eh bien c'est cette idée qu'il vaut mieux dire oui à la vie et accepter ce que je ne peux absolument pas changer, que d'être en colère, en ressentiment contre la vie. Parce que si je suis en colère, en ressentiment, je vais souffrir deux fois. Je vais souffrir une fois de l'épreuve que j'ai et une deuxième fois de cette colère contre le réel. Et puis, il faut éviter aussi une autre sentiment qui serait une fausse acceptation, qui serait la résignation. La résignation, c'est la tristesse, c'est-à-dire je subis la vie. Donc je ne peux pas changer, je la subis, je dis oui, mais au fond je suis malheureux. Et je suis en tristesse. Donc comment éviter à la fois la colère contre la vie quand je ne peux pas changer quelque chose qui ne me plaît pas? Comment est-ce que je peux éviter la résignation qui me met dans la tristesse? Eh bien, comme dit Spinoza, c'est d'être actif, c'est-à-dire d'adhérer
librement, intérieurement, et là on a un acte de liberté qui est peut-être le plus grand qui soit, c'est d'adhérer librement à quelque chose que je n'ai pas choisi, quelque chose que je n'ai pas forcément voulu, mais dont je me dis que la vie me l'ayant envoyé alors que je n'ai pas choisi et que je ne peux pas le changer, peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir, une opportunité, quelque chose que je n'ai pas vu immédiatement, qui me ferait changer mon regard, et que mon changement de regard peut m'aider à comprendre quelque chose que je n'avais pas compris. Alors ça marche pas toujours, hein, c'est pas toujours faisable, mais si on peut arriver à le faire, ça peut nous aider à garder la sérénité, voire à être dans la joie, malgré les difficultés, les obstacles et les choses qu'on n'a pas voulu et qu'on n'a pas désiré. Et donc c'est un chemin qui est difficile, qu'il faut exercer avec discernement, parce qu'il ne faut pas tomber dans une espèce de fatalisme, béni oui, on dit tout est bien. Ça ne doit pas éviter l'engagement, hein, ça nous, au contraire, il faut s'engager pour changer tout ce qu'on peut. Puis face à certaines choses, eh bien au fond, c'est arrivé à cet détachement dont nous parle le Bouddha très bien. Lorsqu'il dit que la cause du malheur, de dukkha, c'est le désir-attachement. C'est-à-dire qu'on est attaché à nos désirs, au résultat de nos désirs. Lorsque on n'obtient pas ce qu'on désire, lorsqu'on est contrarié par le réel, il vaut mieux être dans une forme de détachement, c'est-à-dire d'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Et ce qui permet de garder la sérénité, voire la joie. Merci. Merci de nous rappeler le sens de la sagesse qui peut nous faire tant de bien et qui pourrait tant aider notre monde. Merci beaucoup. Merci Fabrice, c'est toujours vraiment une joie d'échanger avec toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.